Bonjour. Ce jour-là, au cours de l'automne 1906, dans le train qui le ramenait de Marseille à Paris, après une fugue de quelques mois, le jeune Jean Cocteau, âgé de 17 ans, est comme frappé par la foudre. Son oncle lui avait offert Mireille de Frédéric Mistral pour en quelque sorte amadouer le jeune rebelle. Aussitôt il s'était plongé dans le poème, et, ô merveille, il crut entendre la voix de cette fille qui avait son âge et dont le regard était pareil à la rosée. Elle était assise à côté de lui, vivante. 3 ans plus tard, en 1909, Jean Cocteau semble avoir trouvé sa voie. Il sera poète. Et, en 1912, il adresse son 3e recueil de poèmes, La danse de Sophocle, à Frédéric Mistral, en lui demandant s'il voulait bien consentir à le lire. Il fut absolument ravi lorsque Mistral lui répondit « Excellent et cher poète, j'ai été charmé par cette noble vision, la danse de Sophocle. » Si Jean Cocteau avait adressé son recueil au poète provençal, c'est parce que celui-ci était considéré comme l'un des plus grands poètes français vivants. Joseph Estienne Frédéric Mistral vint au monde à Mayenne, au cœur des Alpilles, le 8 septembre 1830, dans une famille de ménagers aisés, monarchistes mais progressistes. Un mois plus tôt, le 8 août, un nouveau roi, Louis-Philippe, montait sur le trône de France, mais il n'était pas sacré comme ses prédécesseurs, roi de France, mais intronisé roi des Français. Après les émeutes dites des Trois Glorieuses, la branche cadette des Bourbons, les Orléans, accédait en sa personne au pouvoir, et ce nouveau régime, que l'on appellera la monarchie de Juillet, une monarchie constitutionnelle et libérale, durera 17 ans et 6 mois. Pourquoi ses parents lui choisirent-ils Frédéric comme premier prénom, et non François, prénom de son père, ou Joseph, celui de son parrain, comme c'était alors très souvent l'usage? Ce prénom, Frédéric, Frédérie sans la lettre C en provençal, lui fut donné en mémoire d'un pauvre petit gars qui autrefois avait fait gentiment leur commission d'amour et qui, peu de temps après, était mort d'une insolation. Dixit Frédéric Mistral lui-même dans ses mémoires. Mayenne est alors un village paisible, avec ses boulevards ombragés de platanes et son église romane du XIIIe siècle, Sainte Agathe, qui porte le nom de la patronne du village. Sainte Agathe, née à Catane, en Sicile, non loin du célèbre volcan l'Etna, est la patronne des nourrices, des bijoutiers et des sonneurs de cloches, et son nom est toujours invoqué de nos jours en Sicile pour protéger la population des éruptions de l'Etna et des tremblements de terre. Sans doute, grâce à Sainte Agathe, Mayenne ne connaît pas de grandes turbulences. C'est elle, dit-on, qui sauva la population lors de la dernière grande épidémie de choléra en 1854. À Mayenne, la vie est douce et sereine. Dès l'âge de 7 ans, le petit Frédéric s'en va, tout joyeux, à l'école communale. Mais il faut bien dire qu'il y pratique volontiers Loup-Plantier, l'école buissonnière, car déjà il est passionné par la nature. Il décrira avec une grande émotion ses escapades d'enfance dans les collines des Alpilles. Et tous ces mamelons, ces gorges, ces ravins, avec leurs noms superbes en langue provençale, noms sonores et parlants, où le peuple de Provence, en grand style lapidaire, a imprimé son génie, comme il nous émerveillait.
le Mour de la mer, d'où l'on voyait à l'horizon blanchir le littoral de la Méditerranée, au coucher du soleil, nous allions à la Saint-Jean y allumer le feu de joie. La baume de l'argent, où les faux monnayeurs avaient jadis battu monnaie, et la roque d'acier qui domine le Rhône, avec les barques et radeaux qui passaient à côté, monuments éternels du pays et de sa langue, tout embaumés de thym, de romarin et de lavande, tout illuminés d'or et d'azur. Ô arôme, ô clarté, ô délices, ô mirage, ô paix à la nature douce! Quels espaces de bonheur, de rêves paradisiaques vous avez ouverts à ma vie d'enfant! En 1847, à 17 ans, il passe son baccalauréat à Nîmes, mais ses parents décidèrent de l'envoyer à Aix faire son droit. Mes parents voulurent que j'apprenne toutes les ruses de la loi, afin que je puisse me défendre si quelque jour j'en avais besoin, dira-t-il plus tard. Pendant 3 ans, il fréquente la faculté de droit, et surtout la faculté de lettres, où il parfait sa vocation littéraire, et la bibliothèque Méjane. Il ne peut échapper par ailleurs à l'effervescence politique lors de la Révolution de 1848 qui balaye la monarchie de Juillet, et il devient un véritable militant républicain. Il voue alors une profonde admiration pour Alphonse de Lamartine, le poète, mais aussi le politique. Je suis plongé dans la politique jusqu'au cou, écrira-t-il alors à son ami Joseph Roumanille en juin 1849. Mais il abandonne très vite l'idée d'une carrière juridique ou d'une carrière politique, et ne supportant pas le bruit et l'agitation de la ville, il s'en retourne en 1851 dans le vieux mas familial, le mas du juge, une bâtisse du XVIIIe siècle entre Maillane et Saint-Rémy, où il passa toute son enfance et où il était réveillé au petit matin par le pépiment des oiseaux sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, et le soir écoutait avec ravissement les cris des troupeaux rentrant à la bergerie. Là, il était parfaitement heureux, mais il semblait un tantinet s'endormir dans ce confortable cocon familial. Il a alors 21 ans, et son père, un homme bon et bienveillant, vint un matin s'entretenir avec lui et lui annonça qu'il le laissait libre désormais de ses décisions. « Maintenant, mon cher enfant, lui dit-il, moi j'ai fait mon devoir. Tu en sais beaucoup plus que l'on ne m'en a jamais appris. C'est à toi de choisir la voie qui te convient. » Les yeux fixés sur les Alpilles, sur le seuil du mas du juge, Frédéric prit alors la résolution qu'il annonça sur un ton solennel à ses parents. Il consacrerait désormais sa vie à sa Provence natale, et il s'efforcerait de restaurer sa langue qui était bannie des écoles et ravalée au rang de patois, mais aussi de faire redécouvrir son histoire par l'influx et la flamme de la divine poésie. Vaste et ambitieux programme qu'il réalisera pourtant avec l'aide de ses amis poètes, peintres et artistes, tous amoureux de leur Provence, avec lesquels il fondera en 1854 à Châteauneuf de Gadagne le Félibrige, association régionaliste pour la résurgence provençale et occitane, placée sous le patronage de Saint-Estelle. Le Félibrige peut aujourd'hui se féliciter d'être le plus ancien mouvement culturel identitaire en Europe et l'un des plus actifs. Frédéric Mistral en sera le premier président, le Capoulier, de 1876 à 1888, entouré des autres fondateurs historiques que sont Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Jean Brunet,
le vigneron Anselme Mathieu, Alphonse Tavant, paysan poète, et Paul Guérat, propriétaire du château de Fontségugne à Châteauneuf de Gadagne, où les amis prirent l'habitude de se retrouver régulièrement dans une ambiance chaude et conviviale. Par ailleurs, les membres du Félibrige décidèrent de se réunir chaque année dans une ville différente des pays d'Oc pour un congrès baptisé la Santo Estelo. Cette tradition se perpétue de nos jours et en 2017, la ville d'accueil fut Bagnères de Bigorre. Devenu le chantre de l'indépendance de la Provence et surtout du provençal, première langue littéraire de l'Europe civilisée, il commença à écrire Mireille, Mireio, qu'il publiera en 1859. Mais il était encore inconnu du grand public. Il eut alors une idée de génie. Il pensa sans doute qu'il jouait là tout son destin, mais que le jeu valait la chandelle. Il décida de se rendre chez le grand poète qu'il vénérait le plus depuis longtemps, Alphonse de Lamartine, et de lui apporter son poème. La maison qu'habitait alors Lamartine, rue de la Ville-l'Évêque à Paris, a aujourd'hui disparu, mais nous possédons encore des gravures nous permettant de l'imaginer, avec son mur bas que surmontait une grille, son jardinet et son petit perron, abrité par une marquise. C'est là que Lamartine accueillit le jeune poète qui revint le voir ensuite plusieurs fois, toujours accompagné par l'un de ses amis, Adolphe Dumas, un Provençal devenu parisien, mais qui était resté fidèle à la Provence et était allé voir Mistral pendant que celui-ci composait son poème. Les premiers vers de Mireille s'adressent à Lamartine. Je te consacre, Mireille, c'est mon cœur et mon âme, c'est la fleur de mes années, c'est un raisin de croc qu'avec toutes ses feuilles t'offre un paysan. Le jeune homme, rapportera Lamartine, nous récita ensuite quelques vers, dans ce doux et nerveux idiome provençal qui rappelle tantôt l'accent latin, tantôt la grâce antique, tantôt l'âpreté toscane. Le soir même, Lamartine, fébrile et au bord de l'extase, lut entièrement Mireille. Il déborda d'enthousiasme et ne trouva pas le sommeil. Le lendemain, son premier acte fut d'annoncer partout sa découverte. Je vais vous raconter aujourd'hui une bonne nouvelle. Un grand poète épique est né. Un vrai poète homérique en ces temps-ci. La nature occidentale n'en fait plus, mais la nature méridionale en fait toujours. Il y a une vertu dans le soleil. Puis, s'adressant à Mistral, « Oui, ton poème épique est un chef-d'œuvre. Le parfum de ton livre ne s'évaporera pas en 1000 ans. » Il comparera le poème de Mistral à l'une des îles d'un archipel, à une déloce flottante qui se serait détachée de son propre groupe pour se joindre en silence à la Provence embaumée. Pour André Chanson, Mireille n'est pas un livre, c'est une personne. Elle vous prend par la main et vous fait découvrir Mistral, comme une adolescente rencontrée au milieu des champs peut vous conduire à la maison de son père et vous présenter à lui. Il fut un temps où elle entraînait vraiment ses nouveaux amis jusqu'à la demeure du poète, dans les jardins de Maillane, devant la muraille grise des Alpilles et la ligne noire des cyprès. Et l'académicien d'ajouter « Faire la rencontre de Mireille, pour beaucoup d'hommes, jeunes ou vieux, c'est être frappé de la foudre. » C'est bien ce qui arriva au jeune Cocteau. L'action de Mireille est très simple.
Une brave fille de campagne, Mireille, ne peut épouser le jeune homme pauvre qu'elle aime, Vincent, car son père refuse son consentement. Au désespoir, elle fuit la maison paternelle et recherche du soulagement et du secours à l'église du pèlerinage des Trois Saintes Maries, dans l'île de la Camargue. La fin est tragique, puisque Mireille est frappée d'insolation et se traîne jusqu'à la chapelle du pèlerinage pour y mourir. Et là, dans une vision, les trois saintes lui apparaissent au moment de rendre le dernier soupir. Ce poème est d'une beauté harmonieuse. Ce n'est pas le fruit d'un travail de pure réflexion. C'est une œuvre spontanée et originale qui est aussi, au-delà de la figure de Mireille, un ode éblouissant à la Provence, sa nature, ses chevaux galopants, la crinière au vent, ses mœurs anciennes et la vie quotidienne de son peuple. Mireille apporta aussitôt au poète inconnu une immense notoriété et l'amitié des plus grands écrivains et artistes. Celui qui le comprit le mieux et le défendit contre ceux qui le jugeaient parfois avec ironie, ou même avec un agacement proche de l'hostilité, c'est Stéphane Mallarmé, qui lui écrit « Vous êtes un des diamants de la Voie lactée » et lui confie qu'il souhaite pouvoir venir un jour à Avignon, au port du Rhône, au milieu de ses amis, les poètes de Provence. Le poète de Mayenne devint donc une célébrité, et le moins que l'on puisse dire est que même s'il n'aimait pas paraître, il ne passait pas inaperçu, et ceci en raison de son physique et de l'incroyable aura qui se dégageait de toute sa personne. Alphonse Daudet le décrit ainsi. Grand, fort, le teint hâlé, la tête fine, son large buste boutonné dans une redingote, représentant bien, malgré ce vêtement, le beau type des paysans de la vallée du Rhône. Il portait la moustache et la barbiche militaire. Quant au fait libre, Baptiste Bonnet, le berger poète de Bellegarde du Gard, il écrira à propos de son ami « Mistral est ample de partout, sa carrure correspond à son génie. Provençal des pieds à la tête, sa stature olympienne, le front brillant d'espoir, plein d'énergie et de volonté. C'était bien le mâle puissant qui, dans un tourbillon enivrant, devait projeter au loin les lumineuses splendeurs de la Provence. » À Paris, où il se rend plus régulièrement après les premiers triomphes de Mireille, même s'il n'appréciait guère le climat de la capitale, il est désormais fêté par les plus grandes plumes. Alfred de Vigny, le comte de Lille, Sainte-Beuve, Barbé d'Aurevilly, ou encore l'historien François-Auguste Mignet, l'ami d'enfance d'Adolphe Thiers. George Sand l'appelle un des plus grands poètes de France. Ah certes, il est sensible à ces compliments, mais il n'a pas pour autant la tête qui enfle. Il reste simple et humble, aimant rappeler qu'il n'est qu'un authentique paysan de Provence, qui n'est jamais plus heureux que quand il arpente seul la campagne provençale, et, le chapeau rejeté en arrière, le poing brandi dans le soleil, vers le front des Alpilles, qu'il chante comme un tarin dans les rafales du vent, pour reprendre l'expression de Baptiste Bonnet. Un tarin, vous le savez sans doute, est un petit passereau dont le chant est un gazouillis musical incessant et dont une belle légende raconte qu'il cache une pierre magique dans son nid, ce qui le rend invisible. S'il aimait être entouré de ses proches et recevoir ses amis chez lui, Frédéric Mistral appréciait aussi la solitude dans la nature. Dans la nature, aimait-il rappeler d'ailleurs, on n'est jamais seul.
Les réceptions chez Mistral étaient, rapportent les participants, des moments de pur bonheur. Le poète s'était installé en 1855 avec sa mère, à la mort du père François Mistral, dans une petite maison familiale au sud du village qu'il baptisera plus tard le Lézard, en raison du cadran solaire orné du petit reptile qu'il fera installer sur la façade. Madame Mistral-mère était une excellente cuisinière qui réalisait de plantureux repas. Dans la maison, sa cuisine était son domaine et elle exhalait une farandole d'arômes. Lard, ail, thym, laurier qui s'évadaient des marmites, emplissaient toute la maison et bien évidemment enthousiasmaient les convives. Frédéric Mistral est alors devenu une notabilité de Mayenne où il est élu conseiller municipal. Il rencontre en septembre 1860 l'empereur Napoléon III en visite en Provence et écrit un compliment pour l'impératrice. Puis, en 1863, c'est le musicien Charles Gounod qui, lui aussi, est tombé amoureux de Mireille, qui arrive en Provence et s'installe à Saint-Rémy pour composer son opéra Mireille, dont la première audition privée aura lieu au cours de l'été à Paris, avec Georges Bizet au piano et Camille Saint-Saëns à l'harmonium. Ce même été 1863, Mistral est fait chevalier de la Légion d'honneur par décret de l'empereur. À partir de 1867, Frédéric Mistral publia de nombreuses œuvres, dont Calendo, Le Cupo Santo et Les Îles d'Or. Près de 10 ans plus tard, en 1876, le 27 septembre, il épouse à Dijon une bourguignonne, Marie-Louise Aimée Rivière, âgée de 19 ans, et le couple s'installe dans une nouvelle maison, une demeure bourgeoise, située en face de la maison du Lézard, aujourd'hui musée Mistral. Frédéric Mistral entreprit à cette époque la rédaction, qui durera 8 ans, d'un dictionnaire bilingue provençal-français qui compte pas moins de 2270 pages et qu'il intitula « Le trésor du Félibridge ». Le décès de sa mère, le 25 août 1883, fut une rude épreuve pour lui. Peu de temps avant son départ, il écrivait à Paul Marieton « Plaignez-moi, mon ami, car je vais perdre celle qui m'a fait homme et poète. » Cette même année, Mireille paraît chez Hachette et les récompenses et distinctions continuent à pleuvoir sur lui. Il est invité un peu partout pour de grandes manifestations littéraires et artistiques, à Sceaux, le 25 mai, à Marseille, en février 1887, où il est reçu à l'Académie de Marseille, à Cannes, où se déroule cette année-là la Santo Estello. L'année suivante, il est nommé docteur honoris causa de l'Université de La Halle, tandis que Marieton est élu chancelier du Félibridge. Et nous arrivons à cette fameuse année 1889, qui va marquer un tournant pour la France dans le domaine technique, scientifique et artistique. Le 19 juin, Frédéric Mistral arrive à Paris, alors en pleine effervescence. Au mois de mai, le président de la République, Sadi Carnot, inaugurait l'exposition universelle dont la vedette incontestable était l'impressionnante Dame de Fer, la Tour Eiffel, haute de plus de 300 mètres, qui deviendra très vite le symbole de la capitale française. En cette année 1889, tout semblait possible, et les nouveautés les plus délirantes étaient accueillies avec enthousiasme. Les Parisiens aspiraient à s'amuser, et un nouvel établissement, situé non loin de la Place Blanche, le Moulin Rouge,
proposer un spectacle grandiose reposant sur une idée originale, mettre les gens du monde en contact avec l'ambiance naturaliste de Montmartre, le tout dans un milieu excentrique et un tantinet canaille. C'est pourquoi on créa le Cancan, un quadrille endiablé qui était le clou de la soirée et qui continue de nos jours à faire le bonheur des touristes du monde entier. Parmi ses plus célèbres danseuses, Jeanne Avril et la Goulue, immortalisée par les toiles de Toulouse-Lautrec. Mais Frédéric Mistral n'est pas dans la capitale pour s'amuser. Il visita évidemment l'exposition universelle qui l'intéressa beaucoup, mais il souhaitait aussi porter la bonne parole philibréenne et rencontrer un certain nombre de personnalités, écrivains, peintres et notables. C'est ainsi qu'il est reçu au château de Chantilly par le duc d'Aumale. Il rencontre également en juillet M. Wangerman, représentant la firme Edison à Paris, qui procède chez Pleyel et Golf à un enregistrement de sa voix. Pendant que le poète de Mayenne chante 2 couplets de Magali, à moins de 20 kilomètres de là, dans la petite ville de Maisons-Laffitte, au sein d'une famille de la grande bourgeoisie, venaient au monde Clément, Eugène, Jean, Maurice Cocteau, qui fut toute sa vie proche des artistes, danseurs, chanteurs, comédiens, n'hésitant pas, dans les années 20, à s'asseoir derrière une batterie pour accompagner le piano de Jean Guénère au fameux Bœuf sur le toit. Effet du hasard ou signe du destin? Sur le faire-part de la naissance de Jean Cocteau, il est prénommé Jean Maurice, et JM sont ses initiales qui seront aussi celles de Jean Marais. Coïncidence encore, comme l'entrée de Jean Marais au lycée Condorcet en 1923, 20 ans après Cocteau. Ces coïncidences que Jean Marais appela les chemins croisés du destin sillonneront la vie du poète. Eugénie, née Lecomte, la mère de Jean Cocteau, qui avait déjà une fille et un fils, espérait bien une fille. Mais elle oubliera vite sa déception, car Jean était un bel enfant, bien constitué, avec des cheveux noirs très touffus et la tête la mieux faite que j'ai vue chez un nouveau-né, comme décrira sa grand-mère maternelle. Mais il était de santé fragile. Dès l'âge de 7 ans, avec ses cousins germains, il part audacieusement explorer les multiples cachettes de la grande villa de Maisons-Laffitte, appelée le berceau, et il s'émerveille des trésors qu'elle recelait et des secrets des grandes personnes qu'il découvrait peu à peu. Et puis, il y avait aussi le jardin qui entourait la maison. Dans ce jardin extraordinaire, digne de celui que chantera plus tard son ami Charles Trenet, il apprend à aimer les arbres, les animaux, la nature en général, qui l'ensorcelle littéralement. Souvent, la nuit, il se lève pour aller voir, par la fenêtre de sa chambre, le ciel et les étoiles, symboles d'éternité, qui l'accompagneront toute sa vie et se retrouveront dans ses dessins et ses toiles. Il adore les fleurs, qu'il cueille et conserve jalousement dans un petit vase au long col, notamment la rose, celle que plus tard le marchand cueille dans La Belle et la Bête, provoquant les protestations de la bête. « Eh là, vous me volez mes roses !» Il aime aussi la mer et les bateaux qui évoquent les voyages. Il passe des heures à faire naviguer son petit bateau à voile dans le bassin du parc. Il observe également avec une admiration teintée de crainte ses parents, Eugénie et Georges, qui mènent une vie fastueuse et sont presque tous les soirs au théâtre ou à l'opéra.
le petit garçon est fasciné par cette mère très belle mais inaccessible qui lui tend négligemment le programme des pièces de théâtre, des concerts ou des opéras qu'elle a vus la veille. Et avant même d'avoir assisté à sa première pièce, Jean est déjà passionné par le théâtre. Cette passion du théâtre, le mâle rouge et or, ne le quittera jamais, même lorsqu'il découvrit le cinématographe. L'un de ses meilleurs souvenirs d'enfance est le soir où il reçut pour la première fois l'autorisation d'accompagner sa mère à la Comédie Française. Il adore aussi la musique et il n'oubliera jamais les quatuors qui, sous la direction de son grand-père maternel, homme de grande culture et musicien accompli, se réunissaient chaque dimanche pour jouer de la musique de chambre sur les instruments anciens qu'il mettait à leur disposition. Il fera naître chez Jean le goût de la musique. Il faut préciser que son grand-père avait été un ami intime de Rossini et Eugénie avait hérité le piano du grand compositeur. Ce grand-père gâteau collectionnait également des statues grecques, des vases de Chypre et des masques d'Antidouce avec leurs yeux d'émail et des joues pâles de terre cuite. C'est dans cet univers feutré et féerique qu'il grandira heureux et choyé. Cocteau, enfant, tient du Petit Prince, dont son monde merveilleux et magique. Toute sa vie, Maison Lafitte demeurera présente dans son cœur, et il en parlera longuement dans Portrait souvenir, La difficulté d'être, le Requiem. Un fait va toutefois bouleverser brutalement son enfance dorée et marquera sa vie et toute son œuvre. C'est la mort de son père, alors qu'il n'a que 9 ans. Georges Cocteau, un homme bon et affable, mais aussi sombre et effacé, n'avait jamais réussi à être autre chose que le mari de la trop belle et gracieuse Eugénie. Le 5 avril 1898, il se donne la mort dans des circonstances mystérieuses. On ne sait combien de temps Jean ignora la véritable cause du décès de son père, mais dans ses portraits souvenirs, il évoque cet étrange rêve qu'il faisait depuis l'âge de 10 ans, plusieurs fois par semaine. Son père n'était pas mort et était devenu un cacatoès du jardin d'acclimatation qu'Eugénie recherchait parmi les innombrables volatiles. En octobre 1900, Cocteau entre en 6e au lycée Condorcet, mais il est réfractaire à la plupart des disciplines enseignées. Pendant ce temps-là, Frédéric Mistral, avec sa plume pour seule arme, continue son combat pour l'identité provençale. Très souvent, en ce début du XXe siècle, il descend, comme l'on disait alors, à Marseille, où il était extrêmement populaire pour rencontrer ses amis faits libres de la cité phocéenne. À la suprême consécration, il reçoit en 1904 le prix Nobel de littérature pour Mireille. Il est très surpris par cet honneur qui lui est accordé, mais il ne pourra pas se rendre à Stockholm pour recevoir cet hommage rendu à l'œuvre de renaissance de la civilisation de Languedoc des troubadours. Une somme importante dotait ce prix. Il l'utilisera au service de son musée voué à la Provence, le musée Arlatin, comme il le confia à un journaliste. « Je suis heureux de cette aubaine qui, venue de mon culte filial pour la Provence, sera consacrée par moi à la glorification de la Provence et de sa langue. Vous savez que j'ai fondé à Arles un musée d'ethnographie provençale. Eh bien, je vais installer ce musée, le Muséum Arlatin, dans un vieux palais d'Arles digne de le recevoir. » En 1906, le voici de nouveau à Marseille. Il se rend au 52 rue Paradis, alors siège du syndicat d'initiative de Provence, dans un bel hôtel construit de 1728 à 1737 par Alexandre Louet, qui revint ensuite à Jean Arsène Séjourné,
puis par héritage au banquier Pascal, dont il conserva le nom malgré les divers propriétaires qui lui succédèrent. C'est en 1906 que se déroula dans la cité phocéenne, sur l'ancien champ de manœuvre militaire, le futur parc Chanot, l'exposition coloniale, avec ses extraordinaires palais et pavillons construits pour la circonstance. Ce fut un moment fort pour Marseille, qui devenait la vitrine du pays et voyait confirmer sa position de porte de l'Orient. La Santo Estelo eut lieu cette année-là, au mois de juin, à Marseille, alors même que celle-ci accueillait en grande pompe un hôte de marque de la France, le nouveau roi du Cambodge, Sisowat Ier. Le roi visita bien évidemment l'exposition coloniale et il s'attarda particulièrement sur le splendide pavillon du Cambodge et l'impressionnante reconstitution de l'une des 54 tours ornées de 4 visages gigantesques du palais du Cambodge. Si le roi apprécia beaucoup l'exposition, ce qui l'a frappé surtout à son arrivée à Marseille, écrit le Petit Provençal le 12 juin 1906, c'est le nombre et la puissance des navires, l'importance, l'étendue et l'outillage des ports. Mistral, l'inlassable défenseur de l'humanisme et de l'identité culturelle provençale, évoquait souvent l'empire du soleil dont Marseille serait la capitale équidistante entre le Portugal et la Roumanie, et son regard se portait aussi sur l'autre rive de la Méditerranée. Profondément respectueux des identités culturelles, il était particulièrement admiratif de la culture et des arts orientaux. Rencontra-t-il le roi du Cambodge à Marseille? Ce qui est certain, c'est que, exposition coloniale ou pas, chaque fois qu'il arrivait à Marseille, il était entouré et acclamé par une foule dense et enthousiaste. L'année 1906 fut aussi celle de la fuite du jeune Jean Cocteau à Marseille. Chassé du lycée Condorcet pour indiscipline, dira-t-il, Jean Cocteau se retrouvera à 16 ans dans une boîte à bachot chez un certain monsieur Dietz, au Val-André, pour une préparation intensive au baccalauréat. Mais il s'y sent mal à l'aise et se laisse aller à la déprime. Jean se cherche et a l'impression d'étouffer. Contrairement à Arthur Rimbaud, il ne reniera jamais le cocon familial, mais fera pourtant une fugue à l'âge de 17 ans, qu'il rapportera plus tard dans un entretien pour la télévision en 1963 avec Roger Stéphane, une fugue à Marseille. Pourquoi Marseille? Sans doute parce que la cité phocéenne représentait pour l'enfant la porte ouverte sur l'aventure, les voyages qui le faisaient rêver, la découverte d'un monde excitant et inconnu, et sans doute aussi la rupture avec le confort bourgeois qui le berçait depuis sa plus tendre enfance. Par ailleurs, Marseille possédait une connotation particulière dans le milieu lettré parisien du fait de son passé prestigieux du temps où elle était une ville grecque et s'appelait Massalia. De tout jeune, grâce à son grand-père féru, comme on l'a vu, des œuvres d'art de l'Antiquité grecque, le petit Jean fut baigné dans la mythologie et l'histoire de la Grèce antique. Celle-ci sera d'ailleurs très présente dans ses films Orphée et le Testament d'Orphée, ou encore dans Oedipus Rex de Igor Stravinsky en 1928, dont il écrivit le livret français qui sera traduit en français par l'abbé Jean Danielou. Arrivé dans la cité phocéenne, Jean se sent très vite perdu dans cette ville gigogne, tour à tour coincée et libérée par la mer, et sur les quais de son port grouillant d'une foule bigarrée et truculente, et enjambée allègrement par l'imposant pont transbordeur. C'est soudain pour lui la découverte d'un monde nouveau, fascinant et effrayant à la fois.
À cette époque, écrivit Marcel Pagnol, des charrettes et des fiacres roulaient dans les rues, et quand une auto arrivait, on entendait venir de bien loin. Alors les chevaux prenaient le mors aux dents, et les gens couraient s'abriter sous les portes cochères. C'est alors que une vieille femme anamite, qu'il croisa dans la rue, remarqua son désarroi. Elle le conduisit chez elle afin qu'il puisse se restaurer et se reposer. Elle habitait rue de la Rose, dans la vieille ville, une de ces petites rues tortueuses et animées dans le quartier du Panier, et qui s'appelait au début du XVIIIe siècle rue de la Pelisserie étroite, en raison des artisans fourreurs qui y étaient installés. Une fois remis de ses émotions, Jean expliqua à la vieille femme qu'il avait voulu fuir une famille monstrueuse et n'entendait pas rentrer chez lui. Fut-elle dupe de cette fable? Quoi qu'il en soit, elle ne prévint pas les gendarmes et Jean vécut pendant 1 an sous une fausse identité, celle d'un certain Jean Bourgoin, un jeune garçon de son âge qui s'était noyé et dont il avait récupéré les papiers. Cette histoire semble quelque peu farfelue, mais c'est Cocteau lui-même qui la rapporta, et le moins que l'on puisse faire, faute d'autres témoignages, n'est-il pas d'y croire, ou de faire semblant d'y croire. Il aurait été un temps serveur dans un restaurant chinois, et aurait vécu, raconte-t-il encore, avec les voyous de Marseille qui conduisaient les touristes au château d'If et allaient danser le soir à Aubagne. En 1906, le père de Marcel Pagnol, qui était instituteur, enseignait alors depuis 2 ans à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille, où son fils entra dans la classe dirigée par mademoiselle Guimard. Le futur auteur de la fameuse trilogie, Marius, Fanny, César, et de La femme du boulanger, sera un admirateur inconditionnel de Cocteau et l'un de ses plus fidèles amis. Cocteau parlera souvent par la suite de Marseille, ville de son affranchissement. Sans doute s'est-il senti libéré et plus sûr de lui à la suite de cette expérience qui fut mal comprise par sa famille, dont on peut imaginer l'inquiétude. Mais Paul, son frère de 13 ans, son aîné, avait admonesté sa mère qui voulait partir pour Marseille. « Il ne faut pas le rechercher, ça lui fera les pieds. » C'est finalement son oncle qui, furieux par cette fuite, prendra l'initiative de le faire arrêter par 2 gendarmes. C'est ainsi que, selon Cocteau, se termina son escapade à Marseille, dont il gardera néanmoins un excellent souvenir. « Ça a été ma meilleure époque », dira-t-il à Roger Stéphane. Comme on l'a vu précédemment, c'est dans le train de retour qui le ramenait à Paris qu'il sera, comme disait André Chanson, frappé de la foudre en lisant Mireille, et qui décida, avec ou sans baccalauréat, d'être poète. En février 1909 paraît son premier recueil de poèmes, La lampe d'Aladin, et il devient rédacteur de Scheherazade, une revue de luxe mensuelle d'art et de littérature dont le premier numéro sort le 10 novembre. Son directeur est François Bernoire. Pour le second numéro, Cocteau est présenté comme co-directeur. En mars 1910, il adresse le numéro 3 de Scheherazade à Frédéric Mistral. Quelques jours plus tard, suit la lettre suivante sur le papier à en-tête de la revue. Maître, j'ai attendu pour vous écrire que mon album Scheherazade prit assez d'importance littéraire pour être digne de votre approche. Vous avez dû le recevoir. Tout le monde me vient en aide dans ma tentative avec un charmant et simple enthousiasme. Pardonnez à mon audace, mais je vous suis si bon, et je serai si profondément,
si joyeusement ému si vous consentiez à m'envoyer quelques vers de votre prochain volume, que je n'hésite pas à tendre la main. J'espère de tout cœur et je vous salue avec vénération. Jean Cocteau, 10 rue d'Anjou. À la fin du mois de mai 1910, Cocteau publie son deuxième recueil, Le Prince frivole. Ce recueil fera de lui le petit prince des poètes et le rendra célèbre dans la capitale. Mais il faut reconnaître que cette poésie, en somme fort conventionnelle, et dont il devient le chantre, exprime la mélancolie de façon superficielle et s'inspire trop nettement des salons mondains de la belle époque, et ses poèmes lui vaudront bientôt la réputation d'un prince frivole, et celle-ci lui collera longtemps à la peau. Avec La Danse de Sophocle, son troisième recueil, qui date également de 1910, mais qui ne sortira qu'en juin 1912, Cocteau entre de plain-pied dans la mythologie grecque, qui, comme on l'a vu, baignait son enfance. L'influence d'Anna de Noailles, qu'il avait rencontrée en février de l'année précédente, est certes visible dans cette œuvre, même si, contrairement à ce qu'ont pu en dire certains, la danse reste une œuvre très personnelle. Dans celle-ci, on découvre l'itinéraire qui conduira le jeune poète de 21 ans du Paris mondain, où il s'était fait une place de choix, vers le sud, dont il se déclarera bientôt le fils adoptif. Inconsciemment peut-être, bien enfoui dans son âme, il portait en lui le désir violent de revoir ces rivages de la Méditerranée, cette mer magique dont le contact pour lui sera à chaque fois une véritable cure de jouvence, comme en témoigne son poème La Méditerranée. Sous le ciel courbe où seul un astre a fait son nid, on a l'impression si sublime et si nette que la mer, suspendue au flanc de la planète, brille et tremble à l'envers sur le gouffre infini. Écrit Cocteau dans ce poème éblouissant. Tel jadis le doge de Venise, on peut dire que Cocteau épousera la Méditerranée qui deviendra pour lui, au fil des années, une obsédante et généreuse source d'inspiration. Dans La Danse de Sophocle, il évoque aussi les villes du Sud. J'imagine, en marchant sous le ciel de Paris, leur climat dont le cœur s'accable et se délecte, leur tumulte nouveau, leur âpre dialecte, leur odeur de maïs, de vanille et de riz. Elles sont là, ce sont 1000 terres promises, où notre frais matin entraîne un soir si chaud, que contre leurs caresses au balustre de chaux, les gens sont presque nus sous de molles chemises. Ces terres promises, chaudes, colorées, bruyantes et enivrantes, il les a peut-être imaginées la première fois à Marseille lors de sa fuite, en côtoyant ces marins qui essaiment son œuvre graphique et ces bateaux venant des quatre coins de la planète. Il les a découvertes aussi à travers la lecture de Mireille, dont les vers voisineront dans sa mémoire avec ceux de Hugo, Baudelaire et Rimbaud. Marseille, la porte de l'Orient, était pour lui, comme pour beaucoup de jeunes gens de son temps, le point de départ obligé pour accoster vers ces terres promises, à une époque où l'on ne voyageait pas à travers le monde aussi facilement qu'aujourd'hui. Cocteau adressa donc l'un des premiers exemplaires de La Danse de Sophocle à Frédéric Mistral. On peut facilement imaginer son émotion lorsqu'il envoya son recueil à l'illustre poète, le grand héros de la Provence, une émotion et une anxiété proches sans doute de celles d'Arthur Rimbaud à moins de 17 ans, adressant 2 de ses poèmes à Théodore de Banville, animateur de la nouvelle école parnassienne, et considéré alors comme l'un de nos plus grands poètes.
Mistral, qui a alors dépassé les 80 ans, lui accuse en réception le 29 juin 1912 en termes dithyrambiques. Excellent et cher poète, j'ai été charmé par cette noble vision, la danse de Sophocle. Parmi tant de productions de la jeunesse littéraire, il me paraît de plus en plus difficile de donner à l'enthousiasme éternellement renaissant une forme assez neuve pour attirer l'attention. Mais cette forme neuve et originale et pure, vous l'avez trouvée et sculptée dans vos poèmes, et je vous en félicite sincèrement. Et merci bien ému pour la dédicace autographe que vous avez inscrite pour moi en frontispice de l'écrin. De tout cœur, Frédéric Mistral. À vous, Cocteau. Je vous avoue que j'ai eu quelques difficultés à déchiffrer certains mots de cette lettre, car, ne l'oublions pas, son auteur avait alors dépassé les 80 ans. Je me suis heurté notamment au mot enthousiasme dans l'expression enthousiasme éternellement renaissant. Si, comme je le crois, il s'agit bien d'enthousiasme, il faut savoir que le mot était alors souvent utilisé, voire galvaudé à l'époque, pour parler de l'exaltation poétique des jeunes écrivains ou artistes. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'autres récits ou commentaires de Mistral sur Cocteau, ni de correspondance, même ponctuelle, entre les deux hommes après 1912. Si la critique dans son ensemble célébrera avec la même vigueur que le poète provençal le précoce talent du jeune Cocteau, une ou deux voix toutefois se voulurent discordantes, et elles n'étaient pas de moindre importance. Celle de Georges Duhamel, notamment, qui aurait souhaité que ce recueil, fort agréable, soit dépouillé de toute préciosité pour être plus vrai. André Gide, de son côté, lui conseillera gentiment de couper le cordon ombilical qui le liait à Anna de Noailles. Et cette même année 1912, ce sera la fameuse injonction de Serge Diaghilev, le fondateur des ballets russes. Étonne-moi! Dernier avertissement salutaire pour Cocteau, qui amorcera alors un tournant décisif, au point que l'on peut dire sans doute qu'en 1913, un Cocteau nouveau vit le jour. Pour la première fois, Cocteau commença à se poser sérieusement des questions sur la valeur et la signification réelle de ses premiers succès. À la fin de l'année, la mort d'Henri Bouvelet, collaborateur à Scheherazade, le fait s'interroger avec angoisse sur le destin tragique de certains êtres jeunes, comme un certain nombre de ses amis, disparus prématurément de mort violente. Cette présence de plus en plus visible de la mort et des fantômes de ses amis va être déterminante dans la vie et l'œuvre du poète. Toujours en 1912, en octobre, il rencontre Gide pour la première fois et il entreprendra peu de temps après ce qui deviendra le Potomac, dans lequel apparaissent des êtres étranges, les Eugènes, et leurs femmes, les Humeuses, qu'il commença par dessiner avant d'écrire une légende au-dessous de chaque dessin. Le dessin, la poésie et l'écriture ne feront souvent qu'un pour Cocteau. Le dessin était en fait pour lui le prolongement de l'écriture. C'était en quelque sorte comme de l'écriture dérivée de sa vocation première. Une façon de dénouer l'écriture et la renouer ensuite entièrement. Il précisait ainsi sa pensée. Somme toute, je cerne les fantômes, je trouve les contours du vide, je dessine. Cocteau cernera toute sa vie les fantômes, et le mot fantôme reviendra très souvent dans ses propos et dans ses écrits.
La mort, elle finira par avoir raison du dynamisme et de l'amour ardent de la vie du poète de Mayenne. En 1912 paraît Les Olivades, dont il sait bien que ce sera sa dernière œuvre, écrivant notamment: Le temps qui devient froid et la mer qui déferle, tout me dit que l'hiver est arrivé pour moi, et qu'il faut, sans retard, amassant mes olives, en offrir l'huile vierge à l'autel du bon Dieu. Le 25 mars 1914, quelques mois avant que ne se déclenche le plus épouvantable des conflits, la Grande Guerre, il décède paisiblement entouré de ses proches. 5 mois plus tôt, Lupuetto, comme on l'appelait familièrement, avait reçu la visite du président de la République, Raymond Poincaré, et s'en était montré très fier. Mais il ne se faisait pas d'illusions. Il savait qu'il ne pouvait plus rien pour l'indépendance de sa patrie provençale, son rêve d'adolescent. Il lança alors, à l'adresse du président Poincaré, ces paroles que d'aucuns considèrent comme son testament politique. En venant saluer dans son humble village le poète provençal qui ne l'a jamais quitté, vous témoignez très haut vos sympathies pour ce régionalisme dans lequel la France aura, j'en ai la foi, son rajeunissement. Dans son tombeau, au cimetière du village, on peut lire une seule inscription: Non nobis domine, non nobis sed nomini tuo et provinciae nostrae da gloria. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom et à notre Provence, donne gloire. Jean Cocteau est très affecté par la mort de Mistral. On peut même dire que ce fut pour lui une tragédie et une injustice. Car, pensait-il déjà à cette époque, les poètes ne devraient pas mourir. Cocteau possédait le sens du tragique. C'était en fait lui-même un personnage tragique, comme ceux de ses pièces ou de ses films, d'Orphée à la machine infernale. C'est en travaillant sur mon livre « Cocteau, fantôme de Marseille » que je fis la connaissance de Jean-Marie Magnan, romancier et essayiste arlésien qui fut l'ami des 7 dernières années de la vie de Cocteau et échangea les dernières correspondances connues avec lui. Il me confirma le sens du tragique de Cocteau, accepta de préfacer mon livre et m'autorisa à reproduire des dessins inédits de Cocteau qui sont sa propriété. Il nous a quittés en juillet 2020. Cocteau, me disait-il, était un tragique avec accès de gaieté. Mais Cocteau, pour Magnan, c'était aussi un écorché vif qui se caractérisait par une hypersensibilité aux autres. Milroade, auteur du mythe orphique dans l'œuvre de Cocteau, ne dit pas autre chose en parlant de la perpétuelle écharde dans la chair de Kierkegaard qui constituait le lot de Jean Cocteau. Sans doute son acharnement à écrire dans les dernières années de sa vie lui permettait-il d'exorciser en quelque sorte ce mal-être, cette difficulté d'être. Je voudrais signaler qu'en 1926, on procéda à une réédition en tirage très limité de La Lampe d'Aladin, le premier recueil de poésie de Cocteau, et quelques fragments de la Lettre de Mistral de 1912 furent repris à cette occasion en guise d'avant-propos. Cette réédition est très recherchée et pratiquement introuvable. Cocteau, s'il se consacra beaucoup à la peinture, n'abandonne pas pour autant le cinéma, après ce que je considère comme son chef-d'œuvre, Le sang d'un poète, en 1930, et Orphée en 1949. Le cinéma était un moyen d'expression qui lui apportait une grande joie et semblait le délivrer quelque peu de ses angoisses.
En 1958, il évoque pour la première fois devant ses amis, dont Jean-Marie Magnan et le photographe Lucien Clergue, son projet de tournage du Testament d'Orphée. À la fin du film, je suis comme un gison étendu sur une dalle, et les gitans sanglotent le flamenco autour de ma fosse mort. Ce film, il rêve de le tourner en grande partie en Provence, dans les Alpilles, où son maître, Frédéric Mistral, vécut toute sa vie. Le 6 septembre 1959, il s'installa, avec toute son équipe, dans le célèbre relais Lousteau de Baumanière, à 20 km d'Arles, dont il fait son quartier général. Son ami, l'écrivain et producteur Roger Pilaudin, est l'un des premiers sur place, dès 10 heures du matin. Il rapportera dans ses souvenirs cette matinée mémorable. J'arrive d'Arles dans ma vieille guimbarde qui a bien failli ne pas venir au bout du tournant en épingle à cheveux conduisant à Baumanière. Le soleil brille. Dans la piscine, à l'eau plus pâle que le bleu du ciel matinal, 2 enfants nagent. Des milliardaires américains, pensus, babouches aux pieds et peignoirs multicolores sur le dos, mettent un doigt dans l'eau et vont déjeuner. Vers 11 heures, Jean Cocteau arrive, bronzé, svelte, souriant. Je me suis juré d'être de bonne humeur pendant tout le film. Je m'interdis la mauvaise humeur. Tu comprends, j'ai besoin d'être détendu pour faire ce film qui est une folie. Ah, une belle folie sans doute, mais une folie. Pensez qu'à cet âge-là, les messieurs se mettent un châle sur les épaules et prennent leur retraite. Je lui demande s'il appréhende de jouer. C'est très difficile de débuter à 70 ans. À 20 ans, on a des charmes, des armes blanches. D'ailleurs, je ne pensais pas à moi quand j'écrivais le rôle du poète. Je ne pensais pas que je le jouerais. Et puis, tout d'un coup, ce matin, je me suis aperçu que j'avais un rôle énorme et que je n'étais pas un acteur. Je pourrais dire, comme Rimbaud, « je est un autre ». Alors, je plonge. Mais ce n'est pas le saut de l'ange. C'est plutôt une chute. Il plaisante, il est joyeux, il est comme un enfant à qui on va donner le jouet de ses rêves. Il communique son entrain à tous ceux qui arrivent et qu'il accueille avec chaleur. C'est de toi que j'avais besoin. Ce film est si difficile, mais puisque tu es là, je suis calme. Tout va marcher. Tour à tour, il accueille son réalisateur technique, Claude Pinoteau, son chef opérateur, son maquilleur, son photographe, son caméraman. À chacun, il communique le sentiment d'être indispensable à la bonne marche du film, à sa réussite. À chacun, il répète que sa tâche est indispensable. Il met tout le monde dans son cœur et soude son équipe. D'ailleurs, me dit-il, je ne peux travailler qu'avec des amis et des amis intimes. C'est pourquoi ce film est joué par des amis, comme le fut le sang d'un poète. Le tournage avait commencé au studio de la Victorine à Nice, à la Villa Santo Sospir et à Villefranche-sur-Mer, et en Provence il recherchait le lieu idéal pour les scènes principales. À 70 ans, il part donc à la conquête des Alpilles, comme Émile Zola, enfant, partait à la conquête du Ventoux avec son ami Paul Cézanne. Il est séduit aussitôt par le village des Baux-de-Provence et en contrebas par les carrières de calcaire puis de bauxite, le Val d'Enfer, qui tire son nom des formes étranges et fantastiques de ces roches en calcaire blanc. Avant lui, Frédéric Mistral avait imaginé dans une note de Mireille que Dante, subjugué par un tel décor, s'en serait inspiré pour décrire son enfer
dans la Divine Comédie. Au Val d'Enfer, Cocteau est littéralement fasciné par le lieu, et il écrit: quel mystérieux architecte a construit cela? Et pour quel usage? Car on a l'impression une seconde que c'est un vide. Ce sont des hypogées, de grandes tombes d'Agamemnon, des portes gigantesques, des perspectives, des décrochements, des angles, une zone entre la vie et la mort. Jean Cocteau, qui recherchait le surnaturel, a découvert assurément le décor naturel de son film. Bien sûr, il visitera d'autres lieux, mais sa mythologie personnelle s'accordera remarquablement avec ce décor minéral qui hantait son monde intérieur. Et alors, pourquoi chercher ailleurs? Autour de Jean Cocteau, qui incarne donc le poète et Orphée, et de Jean Marais, dans le rôle d'Œdipe, on retrouve dans ce film une pléiade de grands acteurs, parmi lesquels Maria Cazares, François Perrier, Claudine Auger, mais aussi, dans des rôles secondaires, Charles Aznavour et Yul Brynner. Édouard Hermite incarnait Ségeste, et de nombreux amis de Cocteau participaient également à cette belle aventure. Picasso, Serge Liffard, Françoise Sagan, ou encore Francine Weisweller. Vie et mort, présent et futur, monstres et imaginations, angoisses et fantasmes, c'est un peu tout cela que l'on retrouve dans ce film qui ne ressemble à aucun autre. Le thème essentiel de ce film magique est: le poète est un être à part dans le monde. Il a un statut particulier, il doit mourir pour renaître toujours. Lorsqu'il va renaître, il est couché. Il vient d'être tué par Minerve, qui lui a lancé sa lance dans le dos. La scène centrale est d'une beauté et d'une poésie extraordinaires. En 2009, la Société des Amis de Jean Cocteau Méditerranée organisa, pour l'anniversaire des 50 ans du tournage du film, à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, une projection et une table ronde en présence de Claude Pinoteau, qui avait été son assistant réalisateur, Carole Weisweller, Jean-Marie Magnan et Lucien Clerc. Le grand photographe, qui participa à cette prodigieuse aventure du Testament d'Orphée, nous a raconté cette scène inoubliable. Le poète est transpercé par un trucage exceptionnel. Puis ce sont les hommes-chevaux qui le déposent sur une sorte de catafalque. Les gitans arrivent autour de celui-ci. Cocteau se redresse d'un bond, il ressuscite. J'avais alors 25 ans. Je travaillais dans une usine et je lisais depuis des années la poésie. Genet, Lorca, Ponge. Tout à coup, me voilà transporté dans la poésie. Je serre la main de Minerve, je bois le coup avec Oedipe, je discute avec des hommes-chevaux qui enlèvent leur tête pour me parler et trinquer, puis la remettent. Avant le Testament d'Orphée, je lisais la poésie. Durant ce tournage, je la vis. C'est le choc de ma vie. Je parlais d'un film magique et je soulignais que Cocteau recherchait le surnaturel. Il faut bien dire qu'il y eut sans doute une dose significative de surnaturel durant le tournage, dont tous les acteurs et les techniciens furent les témoins. Ainsi, par exemple, notez Lucien Clerc, dans le scénario, Cocteau avait écrit que lorsque Minerve envoie sa flèche, on entend le bruit d'un avion à réaction. Dans les carrières d'Elbeau, on ne voit pas le ciel. On tourne, passe un avion à réaction. Le Testament d'Orphée
C'est aussi, peut-être surtout, le testament du poète cinéaste. Ce qui n'a pas échappé à tous ceux qui connaissaient bien et qui aimaient Cocteau. Quelques jours après sa première projection, on put lire dans les cahiers du cinéma « Ce film est beau parce que c'est le film d'un homme qui sait qu'il va mourir et qui ne parvient pas, quelque désir qu'il en ait, à prendre la mort au sérieux. » Cocteau vivra encore 4 ans. Les derniers mois de sa vie furent douloureux. Il passe désormais des heures allongé sur une vieille chaise en osier dans le jardin, sous la fraîcheur des grands marronniers, les yeux mi-clos, et il se remémore ses souvenirs, et particulièrement ceux des étés de son enfance à Maisons Laffitte. Au moment où s'achève son existence terrestre, à l'âge de 74 ans, il retrouve l'enfant qu'il était, et sans doute l'image de son père dont le fantôme le hanta toute sa vie. Le professeur Soulier, qui le soignait, avait recommandé à ses proches de lui éviter tout choc psychologique. Or, le matin du vendredi 11 octobre 1963, alors que Cocteau dort dans sa chambre du premier étage, les gardiens reçoivent un coup de téléphone d'un journaliste de radio qui leur annonce la mort d'Édith Piaf et souhaite interviewer Cocteau sur sa grande amie. Les gardiens refusent de le prévenir, mais un peu plus tard le téléphone sonne à nouveau. Cocteau se lève et répond. Profondément troublé par cette nouvelle, il prie qu'on le rappelle dans l'après-midi et commence aussitôt à écrire un article nécrologique. Mais, grandement affecté par cette terrible nouvelle, il éprouve un nouveau malaise vers midi. On réveille aussitôt son ami Édouard d'Hermite, et le médecin de Milly, immédiatement prévenu, ne peut que constater en lui prenant le pouls que c'est fini. À 1h de l'après-midi, Jean Cocteau part rejoindre, au-delà du miroir, tous ces chers fantômes, tous ceux qui avaient tant compté dans sa vie et qui n'avaient jamais cessé d'aimer, à commencer par sa mère, mais aussi son père, dont il ressentira l'absence toute sa vie comme une lancinante et exténuante douleur, et puis celle de ses amis poètes, Rimbaud, Apollinaire, Max Jacob, et son maître, Frédéric Mistral. Son visage est désormais apaisé. Il est détendu, presque souriant, et semble en tout cas parfaitement heureux. Sur sa pierre tombale, au cimetière de Milly, une inscription qu'il a voulu le résume tout entier. Je reste avec vous. Frédéric Mistral reste aussi avec nous dans le Midi, et il est toujours très présent, car il continue à incarner la Provence éternelle auprès des jeunes générations, et, j'en suis persuadé, son action se prolonge toujours, indéfiniment, par-delà le tombeau, par-delà le temps. Je vous remercie.